Merci à toi. Voilà, ils partent. Voilà, c'est bon, ils partent. Ils partent maintenant, voilà, c'est bon. Je vais m'auto-annoncer maintenant, parce que c'est moi la personne qui va parler après. Et on va faire le point sur les marchés. Alors pour ceux qui me suivent un peu de temps en temps le matin et le week-end, j'en parle déjà beaucoup, donc je vais continuer à en parler beaucoup. Et on va revenir sur les marchés financiers. Alors la présentation aujourd'hui s'appelle « Il faut sauver le soldat stagflation ». Et donc on va essayer de faire le tour de ce qui se passe en ce moment. Alors je vous avoue que je me pose beaucoup de questions. Quand on a créé cette chaîne vidéo il y a 4 ans maintenant, bientôt, on a appelé ça Morning Bulls, qui était un peu mon avatar dans les marchés depuis pratiquement 20 ans. Et c'était un peu facile parce que je me levais le matin et que finalement j'étais plutôt bullish. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à une période de la vie où les marchés sont extrêmement hauts. On est au plus haut de tous les temps aux États-Unis, on est presque au plus haut de tous les temps en Europe. Par moments, on a de la peine à comprendre pourquoi ça monte. Donc voilà, moi je suis en train de me poser des questions. Je vais essayer de faire un peu le bilan de ce qui va se passer ces prochains mois ou de ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors j'ai mis beaucoup de cartoons parce que vous savez que je suis assez friand de ce genre de choses, puis que j'ai pas envie de me prendre complètement au sérieux non plus. Mais voilà, le premier c'est l'intelligence artificielle, bien sûr. Celui-ci me plaît beaucoup parce que on se demande ce qui va se passer quand elle va comprendre qu'on est complètement taré. Donc voilà, grosso modo, on se retrouve 7 mois après ce fameux soir du mois d'octobre où Monsieur Powell nous a laissé entendre que finalement c'était terminé, c'était réglé et que c'est bon, l'inflation était vaincue et qu'il maintenant il se préparait pour la baisse des taux. Depuis, on nous a promis beaucoup de choses, on s'est convaincu de beaucoup de choses, on a été certain pendant longtemps que les taux allaient baisser 6 à 8 fois à partir du mois de mars 2024. Voilà, on est le 12 juin 2024, ça n'a pas baissé une seule fois. La Banque Centrale Européenne l'a baissé une fois, mais encore, on n'est pas vraiment convaincu de ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois, on repousse nos échéances. Alors pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait pas quand c'est que ça va se produire. On sait qu'ils devraient potentiellement baisser les taux. Et j'imagine que les chiffres du CPI qui sont sortis tout à l'heure, que je ne connais pas parce que je n'ai pas eu le temps de les voir, vont nous donner une petite indication supplémentaire. Et puis, M. Powell va parler tout à l'heure pour dire ce qu'il pense, lui, de la suite des événements. Mais fondamentalement, je pense qu'aujourd'hui, ils fonctionnent en vol à vue. Ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer demain et sous quelle forme. Je pense effectivement qu'il y a aussi pas mal d'impact politique où il ne peut pas non plus se permettre aujourd'hui de faire n'importe quoi, puisque dans 6 mois, même pas 6 mois, eh bien, on aura l'élection américaine qui va forcément être liée à un peu toutes ces problématiques financières et économiques. Qu'en est-il de l'inflation ? L'inflation, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet, bien évidemment, puisqu'on ne parle que de ça aujourd'hui. Ça a bien diminué depuis ces dernières années. Ils ont fait le nécessaire pour que ça ralentisse. Mais aujourd'hui, on est dans une phase où finalement, ça ne baisse plus. Ça ne baisse plus assez. On le disait tout à l'heure, on veut retrouver un niveau d'inflation autour des 2%. Pourquoi 2% ? On ne sait pas, mais on veut aller à 2%. Et pour l'instant, eh bien, on voit que le dernier bout est plus difficile à atteindre. Et ça pose quand même des problèmes. Mais ça pose aussi des problèmes parce que finalement, on parle toujours de ce taux d'inflation. On en a beaucoup parlé dans les médias. Et vous avez beaucoup de ministres des Finances, enfin surtout un, qui vient souvent dire « Oui, mais bon, maintenant, l'inflation, c'est bon, elle est plus qu'à 2,5, 2,7%. » Sauf que finalement, ce qu'on regarde, c'est finalement l'inflation, la progression de l'inflation sur ces 12 derniers mois. Mais si vous regardez comment ça s'est passé depuis 36 mois, le prix, la valeur des choses a plus ou moins pris 20%. Vous avez tous fait la constatation quand vous allez faire vos courses que tout d'un coup, c'est soudainement quand même vachement plus cher qu'il y a quelques années en arrière. Et vous n'avez pas eu un pouvoir d'achat qui a été augmenté de 20%. Ça, on l'oublie, parce que ça reste quand même très psychologique. Aujourd'hui, on veut nous vendre que ça va très bien. Je ne veux pas rentrer dans le complotisme, mais on nous vend que ça va très bien et que finalement, l'inflation est de nouveau à des niveaux gérables, donc ça va bien se passer. Le seul problème, c'est qu'on commence à avoir plein de signaux qui ne sont pas forcément rassurants. Le reste de l'année va-t-il se dérouler comme prévu ? Là, si les banquiers centraux sont déjà en vol à vue, je ne vous dis pas comment nous on y est. Peut-on réellement se dire qu'il n'y aura pas de crash cette année ? On va y revenir. Comment c'était avant ? Je vais vous montrer, je vais vous expliquer mon histoire à un moment très précis pour voir un petit peu où on en est par rapport à ça. Et puis finalement, Morning Bull ou Morning Bear, la question c'est est-ce que je vais changer de nom pour ces prochains temps. Alors, all-in sur un rate cut. Donc voilà, effectivement, octobre 2023, les certitudes de décembre 2023. On était très certains de nous-mêmes pendant ces dernières années. On n'a eu que
des certitudes. Puis finalement, aujourd'hui, on se retrouve qu'avec des doutes. Vous voyez, certitudes en décembre, doutes en février, doutes en mars, doutes en avril, avec un peu de stagflation quand même au passage. Alors moi, à la base, je ne suis pas un économiste. Moi, je suis plutôt un trader, je suis plutôt quelqu'un de marché, mais depuis quelque temps, j'ai dû me former à l'économie parce que finalement, on ne parle plus que de ça. Et aujourd'hui, eh bien, on était très convaincus de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on est de moins en moins convaincus et on n'a toujours pas plus avancé qu'avant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend l'instant T maintenant, on a eu la Banque Centrale Européenne qui a baissé les taux. Alors c'est historique. Pour une fois, les Européens font le move avant les Américains. Reste juste à espérer qu'ils ne vont pas se gourer, parce que si par hasard l'inflation repart dans 3 semaines ou un mois, je pense que ça va être très rigolo. Surtout dans la zone française, où en ce moment, il y a plein de questions qui sont en train de se poser. Et c'est vrai que si tout d'un coup, cette soudaine baisse des taux, alors qu'on venait d'avoir un redémarrage au niveau de l'inflation, commençait à aller dans l'autre direction, eh bien, ça pourrait remettre pas mal de choses en question. Et puis, je pense que quelque part, les Américains seraient très contents si les Européens avaient été un peu trop vite en besogne. Néanmoins, aujourd'hui, on suppose à 60% que les taux devraient baisser en septembre aux États-Unis. Simplement, quand on regarde un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de courants qui commencent à venir en disant ça ne baissera pas avant décembre, et puis carrément, il n'y aura pas de baisse des taux en 24, mais qu'en 2025. Ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, il faut quand même bien comprendre qu'une grande partie de la hausse des marchés depuis le mois d'octobre de l'année dernière a été faite sur le principe qu'on allait baisser les taux. Donc si demain, ils venaient à baisser les taux aux États-Unis, il ne faudra pas me dire que ce n'était pas prévu. Il y a quand même pas mal de choses qui sont pricées. Alors oui, il y a eu d'autres événements. On a la croissance des nouvelles technologies, encore une fois. On a les GAFAM qui ont cartonné. Et on a bien sûr Nvidia qui a sauvé le monde et qui devrait continuer à sauver le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai l'impression qu'on est 7 mois après les déclarations de M. Powell et on n'est pas plus avancé qu'avant. Et pourtant, on a toujours cette fascination de dire ah oui, mais c'est bon, un jour ils vont baisser les taux et puis là on aura la justification. Mais quand vous regardez historiquement parlant, et il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure, historiquement parlant, en fait on a toujours ces phases-là où finalement les taux, on les attend à la baisse, et les marchés montent en attendant ça, et dès que les taux commencent à baisser, bam, les marchés commencent à baisser. 10, 20, 30, 40% selon les périodes. Et ensuite, effectivement, l'effet se fait sentir sur l'économie et après, les marchés rebondissent sur des raisons fondamentales. Aujourd'hui, on est en train d'anticiper quelque chose qui va être génial, mais tant qu'on n'a pas une baisse des taux, on ne sait pas vraiment si on est en train de trop anticiper ou de pas suffisamment anticiper. Alors, c'est assez rigolo parce que la BCE a baissé les taux il y a 2 semaines. Si vous regardez la performance du CAC 40 depuis 2 semaines, c'est une catastrophe. Bon, c'est pas à cause des taux d'intérêt, d'accord. Mais quand même, il y a pas mal de choses qui viennent là derrière qui font un peu souci. Et puis, quand on regarde, eh bien, l'inflation. Alors, la question, effectivement, alors je ne sais pas, alors superposer 2 graphiques dans l'histoire de la finance, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire en disant oui, mais tu vois, le comportement va être le même. Alors sur ce graphique-là, vous avez le CPI américain en jaune, c'est maintenant, et puis vous avez l'autre en bleu, c'est celui qui date des années 66 à 82. Donc pendant la grande période où on a découvert le concept de la stagflation, où finalement ils ont dû se bagarrer pour freiner pour relancer l'économie, faire disparaître la stagflation, et je crois qu'ils ont monté les taux d'intérêt à 16 ou 17% pour essayer de freiner tout ça. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé à l'époque. On n'a pas du tout envie de vivre ça là tout de suite, je peux vous le dire. Mais quand on regarde le graphique, on se dit ah bah ouais, on a eu cette inflation qui est montée très forte, ils ont monté les taux pour freiner l'inflation, maintenant l'inflation est en train de rebaisser, et puis finalement ils vont devoir baisser les taux parce qu'on a envie de redonner un coup de fouet à l'économie, et puis finalement l'inflation risque de repartir, et repartir beaucoup plus haut qu'avant. Là aussi on n'a pas envie de le vivre, alors ça ne veut pas dire que ça va se produire, simplement il faut aussi savoir que vous me donnez n'importe quel sous-jacent, je peux vous superposer des charts en fonction des dates, il y a toujours un moyen de trouver des corrélations, donc on ne peut pas vraiment se baser là-dessus, mais il faut quand même le garder en tête. Et je reviens sur le dessin d'avant, on en reparlera certainement tout à l'heure, les cartes de crédit et l'endettement des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'il y aura certainement des conséquences sur le long terme. Et justement, sur l'inflation, je vous parlais tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, on nous dit « Ah, ben l'inflation, elle est sous contrôle. » Ben, vous voyez, alors là, j'ai juste mis une liste pour remettre en avant parce que je trouve quand même qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'on nous dit « Ah, ben c'est bien, on maîtrise bien l'inflation, ça a bien fonctionné. » Bien, vous voyez que là, c'est sur 36 mois.
49% sur les œufs, 47% sur l'essence, 32% sur les billets d'avion, 10% sur les fringues. Vous voyez quand même que c'est pas mal monté. Et puis là, on nous dit, ah ben, c'est bon, l'inflation est sous contrôle. Oui, mais vous payez quand même vos œufs 49% plus cher qu'il y a 3 ans en arrière. Alors vous me direz, vous n'avez qu'à pas en manger, d'accord. Mais c'est comme je ne sais plus quel membre de la Fed disait, non, c'est un économiste, c'est M. Krugman qui disait, de toute façon, si vous enlevez les loyers, l'essence et la nourriture, il n'y a pas d'inflation. En gros, vous êtes SDF, effectivement, vous ne sentez pas l'inflation. Donc c'est quelque chose dans lequel il faut se souvenir, mais la réalité, c'est ça. Alors quand je parle de tout ça, je dis pas parce que je suis pas en train de dire on va tous mourir, le marché va cracher, mais c'est juste qu'aujourd'hui on est aussi dans une période psychologique absolument incroyable où finalement les marchés, les gens sont en train de se dire tout va bien. On a le FOMO, on veut surtout pas rater la hausse, on a l'intelligence artificielle qui va sauver le monde, évidemment, et on se dit que tout va bien, ça va continuer à monter, et on veut surtout pas de mauvaises nouvelles. Et c'est vrai qu'on a cette capacité extraordinaire en ce moment à voir le verre à moitié plein. Et puis dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, on gratte toujours dans le chiffre pour trouver « Ah oui, mais là, ça, celle-ci, elle est pas mal. » C'est comme si je vous dis ça. Alors là, j'ai fait l'inverse. Hein. J'ai montré tout ce qui va mal. Après, je peux vous trouver des trucs qui ont baissé, effectivement. Mais bon, voilà. En gros, il y a quand même ce côté-là où les gens se posent beaucoup de questions et on a quand même envie de se dire c'est pas tout à fait pareil. C'est comme je disais avant, si on ne mange pas, eh ben, c'est moins cher. Ça vous coûte beaucoup moins cher. Et vous voyez que finalement... ça, c'est aussi super intéressant. Et ça, c'est une manière de présenter les choses. Et je crois que le marché aujourd'hui, moi, je le vois comme un copain, pas toujours en bonne santé, mais je le vois comme un copain. Et je l'observe et je me dis, en fait, on se met des trucs dans la tête. Et je reviens toujours sur les chiffres du CPI. C'est la mode, il est sorti aujourd'hui. Mais quand vous avez le CPI, vous avez le CPI, donc ce basket de prix qui font monter, d'inflation. Et puis de l'autre côté, vous avez le core CPI. Donc celui-ci, on enlève les trucs qui dérangent. Le pétrole, les loyers, la bouffe. Et on vous dit, ah bah tu vois, si on enlève tout ça, ça va. Bah oui, de nouveau, ça va, c'est super. Mais de nouveau, on est en train d'arranger la mariée. On fait une jolie photo, ah bah là-dessus, c'est bien maîtriser l'inflation. L'essence, elle va baisser, je sais pas. On dit oui, le pétrole, il a baissé, c'est bien. Le litre d'essence va coûter beaucoup moins cher. C'est un truc auquel je tiens particulièrement, d'où fut mon amour pour les voitures électriques. Mais quand vous regardez le plein d'essence aujourd'hui, on nous dit tout le temps « ça va beaucoup mieux ». J'ai fait le plein tout à l'heure en venant, j'étais à 1,95 le litre. Et on me dit « le pétrole, il a beaucoup baissé ». Ah bah, c'est pas un monstre frappant dans l'immédiat. Donc on a toujours cette pression inflationniste que nous, on ressent au niveau de la consommation, que le consommateur ressent. Il ne faut pas me dire que personne trouve plutôt que tout le monde trouve que c'est bon marché, ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis à côté de ça, on se dit « non, ça va bien se passer ». Mais non. La réalité, elle est autre. Là, nous, on voit ça, mais les marchés financiers, eux, pour l'instant, continuent à faire tourner la machine. Hein. On met une pièce dedans, tant que je gagne, je joue, et on continue à faire monter les marchés. Tout ça pour vous dire que tout ça me fait me poser des questions. Alors, quelle sera la stratégie de la Fed pour le reste de l'année ? Comme je vous l'ai dit en introduction, je pense sincèrement que la Fed n'en a aucune idée. Ils ne savent pas du tout où ils vont. Ils y vont à tâtons. Et ils sont terrorisés sur le fait de devoir potentiellement, à un moment ou à un autre, baisser les taux trop vite pour de mauvaises raisons. Je m'explique. Aujourd'hui, l'inflation ne veut plus baisser. On aimerait bien la voir baisser, mais pour la faire baisser plus efficacement, il faudrait monter encore les taux. Impossible aujourd'hui. Si on fait ça, les marchés se collent une balle dans la tête. Donc du coup, on garde les taux hauts pour l'instant. Mais en même temps, on voit quand même que l'économie est en train de ralentir, que l'emploi est en train de ralentir. On l'a vu la semaine dernière, que les chiffres de l'emploi sont en train de s'améliorer. Quand je dis s'améliorer, plutôt empirer. Mais simplement, nous, aujourd'hui, on veut que ça empire parce que c'est bon pour faire baisser les taux. On est quand même un peu tourmenté dans la tête. Mais aujourd'hui, on a ces chiffres de l'emploi qui ralentissent. L'économie qui commence à baisser gentiment. Et on se dit donc qu'il va pouvoir baisser les taux. Oui, mais s'il les baisse trop vite, il risque de redynamiser l'inflation. Et ça, on ne veut pas. Et donc, il est dans une phase, je dis il, monsieur Powell, dans une phase extrêmement de pivot, finalement, où il est en train de se dire à quel moment je vais devoir agir. Est-ce qu'il va agir de son plein gré ou est-ce qu'il va se retrouver avec le couteau sous la gorge parce qu'il ne peut pas laisser l'économie rentrer ou menacer de rentrer en récession? Parce que là aussi, il y a des élections. Et derrière, il a un monsieur Biden, quand il est conscient, qui vient lui dire « Fais gaffe quand même, parce que moi, je veux me faire réélire ». Ce
qui est proche du suicide quand même, enfin bref. Donc en gros, aujourd'hui, j'aimerais pas du tout être à la place de M. Powell, parce que M. Powell est dans une situation qui est très délicate. Et il va devoir se retrouver à un tel point où peut-être à un moment donné, il va ne pas avoir de choix, et c'est jamais là qu'on prend les meilleures décisions. Alors qu'aujourd'hui, quelque part, idéalement, il faudrait que l'inflation commence vraiment à baisser, toute seule, un peu par miracle, et puis que tout d'un coup, il puisse soutenir l'économie. Et il l'a dit il y a quelques mois, que pour lui, il préférait nettement devoir relancer l'économie avec des coupes de taux agressifs en cas de récession, plutôt que de devoir lutter contre une inflation galopante. Donc il est un peu coincé là au milieu, mais aujourd'hui, on voit que l'emploi ralentit, même si les derniers chiffres de non-farm payrolls la semaine dernière étaient super forts. Là aussi, si vous regardez à l'intérieur, la photo, elle n'est pas aussi belle que ça. Donc on nous montre un chiffre. Je ne vais pas revenir sur ce que je pense des non-farm payrolls, parce que c'est la plus grosse escroquerie qui existe aux États-Unis. Mais quand vous regardez l'intérieur des non-farm payrolls, vous voyez quand même que les gens, il y a de plus en plus d'emplois à temps partiel. Vous voyez que les contrats à durée indéterminée, il y en a de moins en moins. Donc vous voyez quand même que les choses sont en train de se dégrader au niveau de l'emploi. Et bien du coup, on peut se poser des questions sur comment il va devoir agir. Et la grande peur, en fait, c'est qu'il agisse trop tôt, trop vite ou contraint et forcé. Donc aujourd'hui, prévision. Alors prévision, c'est marrant parce que si vous regardez ce que font les analystes aujourd'hui, les analystes des banques d'affaires américaines, on oscille entre 4002 au plus bas et 5006 ou 5007 au plus haut. Je crois qu'il y en a un qui est monté à 5007 il y a 2 jours en arrière. Et donc vous avez Kolanovich de chez JP Morgan qui lui a un target à 4200 points. Donc vous voyez qu'entre 4002 et 5007, on a quand même de quoi s'amuser jusqu'à la fin de l'année. On verra qui aura raison. Mais c'est vrai que du coup, c'est difficile. Aujourd'hui, à 5004 sur le S&P, vous dites qu'il reste 300 points à faire. À la hausse, ça donne moins envie de jouer la fin de l'année. Après, si on parle à 5 ans, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis plutôt positif pour certaines choses, mais il y a plein de choses qui me dérangent. Il y a plein de choses qui me dérangent, et on reviendra après au sujet de la dette, entre autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a trop tendance à regarder que ce qui va bien, par opposition à ce qui ne va pas bien. Le Bitcoin target 100 000, ça c'est facile. De toute façon, tout le monde est d'accord là-dessus. Là aussi, c'est quelque chose... Alors, je ne vais pas revenir sur le sujet du Bitcoin parce qu'il était largement abordé et que je suis un tocard au niveau des crypto-monnaies. Mais néanmoins, on a l'impression qu'effectivement, il y a cette relative confiance de voir le Bitcoin aller à 100 000. Baisse des taux, à prévoir, septembre pour l'instant. Dernière nouvelle. Je pense qu'en fonction de ce qui va être dit ce soir, ça peut facilement être décembre. Nvidia, 1400. Quand vous regardez les prévisions de l'intelligence artificielle et de Nvidia, ce qui est assez impressionnant, c'est que aujourd'hui, les targets des analystes sont largement à 1400, 1500, 1600. Pourtant, Nvidia, on y reviendra après, c'est pas le truc le plus bon marché qui existe aujourd'hui. Alors oui, l'intelligence artificielle, c'est génial. D'ailleurs, la prévision pour l'intelligence artificielle cette année, c'est Sky is the limit. Ça ne va plus jamais arrêter de baisser. C'est vraiment la thématique du moment. Et je vais aussi aborder ce sujet tout à l'heure. Dette américaine, et les dettes de l'américain, c'est Sky is the limit aussi. Donc là, on a le S&P 500. Alors là, il est encore un peu plus haut, donc ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus de résistance. Donc tant qu'on est positif, ça va continuer. Et puis après, finalement, le marché, comme je le vois aujourd'hui, ça résume assez bien la chose, quoi. Donc vous avez toujours des trucs, quand vous lancez une balle en l'air, elle monte, puis à un moment donné, l'attraction terrestre fait que ça redescend. Et quand ça redescend, ça redescend très très vite. La baisse des taux pour quand ? On en a parlé, abordé le sujet. Et Nvidia toujours plus haut. Donc ça, c'est vraiment aussi un truc de folie. C'est incroyable ce qu'on vit aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, parce que moi, ça me rappelle pas mal de choses, et je vais y revenir après. Mais abordons l'intelligence artificielle. Nvidia, aujourd'hui, c'est beaucoup monté. Je ne vais pas vous refaire les chiffres. C'est la 3e plus grosse capitalisation boursière mondiale. Elle a pris 157% depuis le début de l'année. La croissance est inouïe. Les déclarations à chaque publication de résultats sont monstrueuses. Ça ira beaucoup plus haut. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, finalement, ensuite ? Parce qu'aujourd'hui, on veut bien croire que l'intelligence artificielle est une révolution. Elle est en marche. On la voit arriver partout, dans tous les secteurs, dans tous les coins. Ça évolue partout. Il n'y a plus un site internet où on ne vous dit pas vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça en train de se mettre partout. Donc les questions, c'est où jouer la suite. Alors, quelques noms au hasard.
Dell pour les serveurs, si vous voulez jouer la thématique des serveurs, il y a Dell, il y a Supermicro aussi, mais c'est beaucoup monté. Vous avez AMD pour la concurrence, AMD qui arrive derrière pour essayer de concurrencer Nvidia également, même s'il était downgradé par Morgan Stanley il y a 2 jours. Vous avez Microsoft, Amazon, Google, Meta et Apple parce qu'ils sont tous dedans. Vous avez encore vu Apple il y a 2 jours en arrière qui commence à prendre sa place dans la thématique de l'intelligence artificielle. Vous avez Arista, Broadcom qui publie ses résultats ce soir pour les réseaux. Et puis, vous avez Palo Alto pour la cybersecurity. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas prendre un ETF? Parce que dans ce monde-là, alors soit vous êtes un expert en intelligence artificielle, ce que je ne suis pas, soit vous avez, vous avez envie de jouer la thématique parce que vous y croyez, ce qu'on peut tout à fait imaginer. Et franchement, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est diversifier. Quand vous regardez la performance de Nvidia ces derniers temps, les chiffres sont impressionnants. Les chiffres publiés sont impressionnants. Mais quand vous comparez avec les chiffres d'Apple, qui est son concurrent direct en termes de market cap aujourd'hui, vous voyez qu'Apple gagne 6 à 7 fois plus d'argent. Donc vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il y a une différence de valorisation? Simplement, c'est une question de croissance. Mais on se dit, la croissance future d'Nvidia est monstrueuse. C'est vrai, c'est une révolution, comme dans toutes les révolutions technologiques qu'on a eues ces 30 dernières années. Quand tout d'un coup, vous avez ce genre de boîte qui démarre, on sait que c'est une croissance de dingue. La seule question, c'est comme dans toute phase de croissance, à un moment donné, ça arrête de croître. Il y a un des clients de Nvidia qui représente 19% de ses revenus. Un seul. Apparemment, c'est Microsoft. Et Microsoft a annoncé il y a 2 semaines qu'ils avaient développé leur propre semi-conducteur dévolu à l'intelligence artificielle à l'interne. Alors, ce n'est pas pour demain qu'ils vont arrêter de consommer chez Nvidia, mais un jour. Un jour, ça risque de changer. Donc, cette phase de fin de croissance est toujours extrêmement délicate à manager pour ce genre de boîte. Plus la croissance a été violente, et plus la correction peut être assez impressionnante. Donc, il faut garder ça à l'esprit pour ce qui est de Nvidia. Après, j'aimerais juste faire un détour par la dette. Vous savez que je suis assez sensible à ce genre de choses. Ça, c'est la dette américaine. 34 000 milliards de dollars de dette. Il faut savoir que quand Obama est arrivé au pouvoir, donc ça fait quoi? Ça va faire 16 ans, un truc comme ça, 16-17 ans, la dette américaine était de 8 000 milliards. Donc je vous laisse imaginer ce qui s'est passé depuis. Regardez aussi la dette, les dettes que ça représente. Et elle n'est pas affichée là-dessus, mais la dette aujourd'hui, les intérêts de la dette sont absolument stratosphériques. Aujourd'hui, la dette qui est payée sur la dette américaine, c'est au même niveau que le budget de la défense américaine, donc des militaires américains. Ça fait beaucoup d'argent. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que vous voyez qu'aujourd'hui, la dette continue de monter. Donc la dette des États-Unis continue de monter et la dette détenue par le public continue de monter aussi. Donc en jaune, vous avez la dette du gouvernement et puis en dessous, vous avez la dette des Américains moyens. Vous voyez là le niveau des intérêts du paiement de la dette aux États-Unis aussi. Ce truc, c'est absolument hallucinant. Depuis 1950, les intérêts de la dette, vous voyez d'où ils sont passés. Aujourd'hui, on est à 1000 milliards d'intérêts sur la dette. Alors vous me direz, on s'en fout, ils impriment de l'argent, donc c'est pas très grave. Mais quand même, il y a un moment donné où ça devient un tout petit peu problématique. Aujourd'hui, on a enlevé le plafond de la dette. Souvenez-vous, il y a 1 an comme aujourd'hui, on était pas dans cette salle, mais dans une autre, où on parlait du plafond de la dette. Et ils disaient, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le plafond de la dette? Ils ont résolu le problème, on l'a supprimé. Jusqu'au 25 janvier, à l'arrivée du nouveau président, et là, on en reparlera. Mais sauf qu'entre deux, c'est open bar. Donc il n'y a plus de plafond. Donc ils empruntent comme ils veulent. La semaine dernière, il y a 37 milliards qui ont été ajoutés à la dette américaine en 3 jours. 37 milliards. Aucune explication. Personne ne sait vraiment pourquoi, où ça va. Bon, la plupart vont en Ukraine, certainement, mais en tous les cas, ça continue de monter à une vitesse stratosphérique. Et on emprunte, et on emprunte, et on emprunte, et personne ne se pose de questions. Il n'y a plus de plafond. Et ça commence à être très inquiétant. La dette du consommateur. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est incroyable. Aux États-Unis, aujourd'hui, la plupart des gens sont endettés. Vous avez une maison, vous avez un crédit, vous avez un crédit personnel et vous avez une carte de crédit. La manière d'utiliser les cartes de crédit aux États-Unis n'est pas tout à fait la même que chez nous, puisque eux, on leur demande simplement de rembourser les intérêts. Pas forcément la dette, juste les intérêts. Donc, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 cartes de crédit. Et puis, tant que la limite n'est pas atteinte, ils dépensent, ils remboursent les intérêts. Aujourd'hui, au-delà des intérêts, d'abord aujourd'hui, la dette par la carte de crédit, je crois qu'on est à 1300 milliards de dettes aux États-Unis. Et les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont entre 20 et 25%.
Je vous laisse faire le calcul. Je veux dire, imaginez quelqu'un qui a une dette de 100 000 $ sur sa carte de crédit, sans rembourser le moindre cent, il paye 25 000 $ d'intérêt sur la dette par année. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez à côté. L'inflation, c'est clair qu'à côté, à 3%, on rigole. Hein. Mais là, ça fait quand même bizarre. Donc du coup, il y a quand même ce côté consommateur. Pour l'instant, les derniers chiffres de la consommation nous montrent que ça va. Ils ont changé un peu leurs habitudes de consommation. Ils sont plutôt optimistes. Mais voilà, on se pose quand même pas mal de questions là-dessus. Parce que pour l'instant, eh bien, l'avenir paraît quand même un tout petit peu compliqué. Mais tant que le consommateur va bien, tout va bien, puisqu'aux États-Unis, on sait que le moteur de la croissance, c'est le consommateur. Alors voilà, la ligne noire, c'est les cartes de crédit, donc plus de 1000 milliards de dettes. Et puis la ligne verte, c'est les économies. Donc vous voyez qu'en même temps que la carte de crédit explose, ils n'épargnent plus. Donc ils n'ont pas de backup. Aujourd'hui, on a une crise du type Covid de retour aux États-Unis. C'est plié, hein. Je veux dire, c'est terminé, on ne peut plus s'en sortir. Donc il y a vraiment une situation qui devient un tout petit peu critique, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Il y a Nvidia, tout ça, machin, donc voilà, c'est génial. Donc, crash ou pas crash? On ne va pas aller là-dedans, je ne vais pas faire de prévision là-dessus, mais il y a plein de choses qui ne vont pas super bien. Mais aujourd'hui, ce qui me fascine, c'est que quand je viens de vous donner 2-3 éléments brouillons et dispersés, et divers et variés, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a tout ne va pas bien. On nous vend, on est au plus haut de tous les temps, Nvidia, c'est génial, voilà. Puis autrement, le chômage, c'est la merde, les chiffres d'emploi, ça diminue, l'économie ralentit. Je ne vais pas parler du PIB qui a perdu 3 points de pourcentage récemment. Mais tout va bien, tout va bien. Et à côté de ça, indice de la confiance. L'indice de la volatilité, le VIX, il est à 12,90. En gros, ça veut dire qu'on est au plus bas. Les gens n'achètent pas d'options, ne protègent pas les portfolios, parce qu'ils ont confiance. Ils pensent que ça ne baissera jamais. Donc il n'y a pas de raison d'acheter une assurance pour se protéger puisque ça ne baissera jamais. Comparaison, vous avez une maison que vous avez achetée, vous vous dites, bon, statistiquement, j'ai une chance sur 1 million qu'il y a un incendie, je ne vais pas l'assurer. Franchement, ça n'a rien. Ben, c'est exactement ce qu'on fait sur les marchés financiers aujourd'hui. On se dit, ça ne peut pas baisser, je n'ai pas de raison de prendre une assurance. C'est ce que ça reflète sur la volatilité aujourd'hui. Et puis alors, vous avez ce fameux indice, le Greed and Fear, l'indice de la volatilité, de la peur des marchés. Là, on est en train de redescendre en zone de peur, mais on a vu que ça bougeait extrêmement violemment ces derniers temps, et on a cette capacité, pour l'instant, on est neutre. Le seul problème, c'est que c'est toujours très très difficile de timer ce genre de catastrophe. Juste par rapport à là où on est et ce qui se passe, je voulais juste vous parler de l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec, là en l'occurrence c'est moi. Donc vous savez que ça fait un petit moment que je fais ce métier-là, et 35 ans à peu près. Et donc j'ai passé pas mal de temps dans les marchés, dans les salles de trading, et j'ai eu l'occasion de vivre 2-3 événements déjà assez marquants. Je reviens très rapidement sur la bulle de l'an 2000. Alors je veux fatiguer personne avec cette histoire-là, mais regardez, la bulle Internet, machin au milieu là, ça se voit plus aujourd'hui, d'accord? Ce mouvement-là, entre 98 et 2001, ça représente 300% de hausse et 80% de baisse. Alors vous me direz, bon, on est beaucoup remonté derrière. Effectivement. Alors, moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors, depuis que je fais des conférences ou ce genre de présentation, je raconte souvent ces anecdotes. Parce que je me dis, après tout, tout le monde se dit, ouais, c'est du trading, c'est facile, machin. Alors, moi, entre septembre 99 et mars 2000, j'étais trader dans une banque privée à Genève et je gagnais tellement de fric pour moi sur les marchés en parallèle que je me demandais pourquoi je bossais pour cette banque privée, parce que franchement, le salaire ne m'intéressait pas tellement il était médiocre. En termes de chiffres, quand j'ai commencé à investir en septembre ou octobre 99, j'avais 50 000 francs. En mars 2000, j'avais 835 000 francs sur le compte. Alors c'était une autre époque, mais c'était un peu à la mode Nvidia. Vous achetiez, les boîtes sortaient des résultats et ça explosait. Alors, je vais tout de suite mettre les choses au clair. À l'époque, on achetait des boîtes qui ne gagnaient pas un rond et on faisait des prospects sur combien ils gagneraient dans 10 ans ou dans 15 ans. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on a des boîtes qui gagnent beaucoup d'argent, mais on investit toujours sur le fait qu'ils gagneront beaucoup d'argent après. Je ne dis pas qu'on est en train de vivre la même chose, mais je peux vous raconter des dizaines d'anecdotes sur le fait que j'ai acheté n'importe quoi
sur des théories complètement fumeuses que j'ai toujours pas compris aujourd'hui. Toujours est-il qu'en mars 2000, quand les marchés ont commencé à baisser, je suis parti un soir du boulot, j'ai regardé mon compte, j'avais 835 000 francs sur le compte, grosso modo. Je me souviens des chiffres quasiment, je les vois encore. Le lendemain, je suis arrivé, il restait 650. Première claque. Et là, on se dit, ah ouais, bon, opportunité d'achat, qu'est-ce qu'il me reste comme cash, je vais racheter, je moyenne, parce que de toute façon... 3 jours après, 450. En l'espace de 10 jours, je suis passé de 836 000 francs sur le compte à grosso modo soit 50 000 ou 60 000 balles. Bon, j'avais que des merdes dedans, c'était que des boîtes hyper spéculatives, mais qui devaient faire fois 1000 la semaine suivante. Il faut savoir qu'à l'époque, on disait tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000, et tout ce qui va à 1000, ça n'arrêtera plus jamais de monter. Donc c'était facile, on achetait tout ce qui montait. Grosso modo, on a acheté tout et n'importe quoi, et la correction a été juste démentielle. Et pourtant, je peux vous garantir que 3 semaines avant le début de cette correction, j'étais à Dubaï. Je suis rentré là-bas, dans le hall de l'hôtel, où c'est qu'il y a un Bloomberg pour que je puisse traiter. C'était la fête du slip, il n'y a pas d'autre terme. Et donc c'était du délire. Pendant 15 jours de vacances à Dubaï, j'ai jamais regardé comment j'ai dépensé. De toute façon, je vais gagner tellement de fric la semaine prochaine, plus aucune question. Je ne dis pas qu'on est en train de faire la même chose. Je dis juste que les claques dans les marchés, ça arrive. Et ça arrive surtout quand on est hyper convaincu que ça ne peut pas arriver. Donc voilà, et c'est véridique, hein, les chiffres que je vous donne, je ne suis pas en train de bullshiter. La seule chose qui m'a sauvé, c'est qu'à l'époque, j'ai acheté une voiture. Au moins, une partie de l'argent est partie dans la voiture. Mais le reste, ça a fait très très mal. Et vous arrivez dans des moments où vendre une position, quand vous perdez 80% sur la position, je vous jure que c'est pas facile. Mais simplement, il y a tout ce côté excès de confiance qui vient dans des marchés où finalement on ne comprenait pas. Et ça arrive. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et je voulais quand même le dire, parce que c'est pas toujours aussi facile que ça. Ça arrive régulièrement. Et je dirais que moi, j'avais mon prof de golf qui m'avait dit à l'époque, Thomas, j'arrête parce que je deviens trader. Et 3 mois après, il m'a rappelé pour me demander si je voulais recommencer le golf. Donc, grosso modo, c'est ça. Tout était censé monter. C'était impossible de donner des chiffres tellement c'était énorme en termes de performance. Je parle de boîtes comme Yahoo à l'époque ou des choses comme ça. Tout ce qui montait à 10 allait à 100. Les objectifs, c'était toujours délirant. Il y a un bouquin qui s'appelle Dow Jones 40 000. Je l'ai acheté en 99. Je vous l'ai montré dans les vidéos. Je l'ai toujours. On les a tous il y a 2 semaines, les 40 000. Hein. Ça a mis du temps pour y arriver quand même, mais tout le monde était dedans. La confiance était maximale et la volatilité, personne ne se protégeait. Je fais juste des parallèles, juste pour vous dire que des fois, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'en suis au stade où je me dis, est-ce que je dois tourner bearish ? Donc je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Je vous avoue que pour la première fois dans ma carrière, je me pose des questions. Ça me paraît trop beau pour être vrai et je trouve qu'on est allé chercher un peu trop haut, un peu trop vite, sans se poser de questions et qu'aujourd'hui, il y a quand même l'envie de dire, soyons prudents. C'est quoi les thèmes de la fin de l'année ? Les taux baissera pas. Perso, je pense qu'il ne les baissera pas du tout cette année. L'inflation, je pense quand même qu'elle devrait fléchir à un moment donné. Toujours plus haut, retour à la réalité. Je pense qu'on va vivre une période compliquée, politiquement parlant. Élection US entre autres, mais on a déjà vu, on a un avant-goût qui est en train de se produire en France. Alors ça n'a pas le même impact global, mais c'est quand même inquiétant ce qui est en train de se passer. Soft landing ou hard landing, ce sera la grande question. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à cet écart entre l'inflation et les taux d'intérêt qui ne baissent pas. Les 3 piliers, la macro, la micro et la géopolitique. C'est un truc qui marche toujours dans le monde de la finance, ces 3 piliers. Quand les 3 piliers vont bien, il n'y a pas de crainte. Aujourd'hui, si vous regardez la macro, je vous ai montré, il y a 2-3 doutes quand même. Il y a des bonnes choses, mais il y a des doutes. La micro, les boîtes font des super résultats. Mais les derniers résultats qu'on a faits, il ne faut pas oublier que les analystes avaient baissé leurs attentes pour être sûr de ne pas être déçus, parce qu'on les avait prévenus. Les boîtes avaient dit « prochain trimestre, ça va être compliqué ». Ils baissent les attentes, ils font mieux, ils battent les attentes. Donc ça reste, on voit quand même 2-3 petits signes de ralentissement au niveau de la micro. Géopolitique, voilà. Pas besoin de vous faire un dessin, la géopolitique, on ne va pas vraiment sur un blue sky pour l'instant. Vous avez dissolution de l'Assemblée nationale en France, la guerre en Ukraine qui est toujours là, les tensions dans le Moyen-Orient, c'est pas fini. Biden, Trump, c'est ce que je disais tout à l'heure à Romain. Je pense qu'aujourd'hui, vous mettez Biden, Trump et une chèvre, ils vont élire la chèvre, hein, parce que de toute façon, vu ce qu'ils ont entre deux, ça fout les jetons. Vous avez un président américain qui est complètement liquide, vous avez un autre, c'est un repris de justice. On va se marrer. Non, je vous dis, au niveau géopolitique, on peut
On peut parier sur la fin de l'année, up and down, pile ou face. En fonction de la clôture à la fin de l'année, soit la chaîne, ce sera toujours Morning Bull Live ou ce sera Morning Bear Live. Sur ce, place aux questions. Pas de questions. Bon, apéro. Salut Thomas. Juste une question. Salut. On s'est vu tout à l'heure. Donc, avant les années 2000, on a quand même vécu pendant des années avec des taux qui étaient quand même élevés. Et là, depuis 2000, avec les crises qu'on a eues, on a eu des taux qui sont allés au ras des pâquerettes. On s'en est accoutumé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau normal par rapport à des taux plus élevés? Oui, ça se pourrait et peut-être que ça devrait. Mais simplement, aujourd'hui, on a une mécanique qui s'est mise en place avec le soutien des banques centrales depuis pas mal d'années aussi. Depuis la crise des subprimes, les banques centrales ont montré qu'ils étaient là pour nous sauver à chaque coup. On revient sur le fameux put de la banque centrale. Et aujourd'hui, le marché a besoin de ce soutien avec des taux bas. Et si on les laisse les taux hauts, alors peut-être que c'est un nouveau normal. Mais il y a tellement de fractures dans certains points de l'économie que peut-être il faudrait faire une remise à zéro en revenant sur des taux à un niveau plus correct, au niveau, je sais pas, 3,5, 4%, stabiliser le marché, stabiliser l'économie, et puis après repartir sur une construction un peu plus safe. Aujourd'hui, on est remonté très vite après une crise sanitaire très compliquée, on ne savait pas trop comment on s'en sortirait. Tout s'est fait très vite et très bien, c'est tant mieux. Mais en même temps, on a l'impression qu'on était peut-être un peu vite en besogne. Et si maintenant Powell parle ce soir et puis dit finalement, les taux à 5%, c'est bon, on va les garder comme ça, quoi. Je ne suis pas sûr que demain, on soit à hausse de 10%, quoi. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Pas de questions. Apéro. Ah si. Après, j'ai encore des questions de l'autre côté, là-bas, derrière. Je me pose une question et je vous la pose à vous finalement. Okay. C'est est-ce que, à force de se focaliser sur l'inflation, sur les taux d'intérêt et l'inflation donc, est-ce qu'on n'a pas le bon focus parce que finalement les bénéfices des sociétés tels qu'ils ont été publiés ces dernières semaines, on voit qu'ils sont soit en ligne avec les attentes ou soit au-dessus des attentes. Et donc finalement, est-ce que c'est pas ça qui pousse le marché vers le haut et non pas ces attentes par rapport à une baisse Alors, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Je me faisais la même réflexion en disant, mais ça devient super chiant parce qu'on parle que d'inflation et que de taux. Moi, le premier, puisque tous les matins, je dois me réfléchir à de quoi je parle aujourd'hui. De taux et d'inflation. C'est vrai que peut-être on se concentre un petit peu trop. Mais si on regarde les résultats des sociétés, c'est hyper intéressant d'observer comment ça fonctionne. Parce que finalement, aujourd'hui, les sociétés publient des résultats tous les trimestres. Ils viennent vous dire ouais, alors nous, on a fait ça qui était bien. Et puis après, derrière, ils vous disent par contre, alors la suite, ça va être compliqué. Résultat, les banquiers d'affaires, qui ne sont pas tous des génies, mais ils ne sont pas complètement idiots, ils revoient leurs attentes à la baisse. Et résultat, vous devez battre un obstacle qui est moins conséquent qu'avant. Je prends toujours l'exemple du saut en hauteur. Si on vous met une barre pour sauter un saut en hauteur de 30 cm, normalement, vous passez par-dessus. 60 cm, vous devriez passer par-dessus. 2,40 m, ça va se compliquer. C'est un petit peu ça, les résultats trimestriels. Donc c'est toujours intéressant de voir comment ils évoluent. C'est clair que les derniers étaient bons, mais parce que les attentes n'étaient pas non plus super fortes. Ça se joue beaucoup sur ces cycles-là. Et là, si vous regardez à l'intérieur des résultats de ce dernier trimestre, vous verrez que les GAFAM, no question. Ça va super bien. Tout le reste, c'est pas aussi simple. Donc, je ne sais pas si on fait trop un focus là-dessus. Simplement, c'est clair que quand vous regardez les médias financiers, ce que je fais tous les matins, vous avez une avalanche d'articles. C'est assez facile de cibler les choses et vous dire ouais, il y a ça qui intéresse le marché, il y a ça qui préoccupe les gens. Aujourd'hui, on est... Qu'est-ce qui va se passer sur le CPI? Qu'est-ce qui va se passer sur l'inflation? Que va dire la Fed? On ne parle que de ça. Mais il y a des périodes de marché, on s'en fout complètement. Je veux dire, il y a une époque où on parlait tout le temps des chiffres de la confiance du consommateur de l'Université du Michigan. Mais on parlait que de ça. On ne pouvait pas arriver au bureau le lundi matin sans parler des chiffres de la confiance du consommateur de l'Université du Michigan. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Ça sort tous les mois, personne ne regarde. Parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse pour l'instant. Le marché est concentré sur
cette problématique de taux, cette problématique d'inflation, certainement qu'on rate des trucs. Parce qu'à l'intérieur du marché, vous ratez tous les jours une action qui a pris 30%, vous ratez toujours une occasion géniale d'une boîte qui a trouvé un super médicament. C'est clair. Après, c'est la question du prisme que vous prenez sur les marchés et comment vous vous concentrez là-dessus. Mais si je regarde les vidéos que j'ai faites, les premières que j'ai faites à 3 ans et demi, on parlait que des tarifs douaniers avec la Chine et Donald Trump. On est revenu dedans, mais ça, pendant 2 ans, on n'en a plus parlé. Ça va servir. J'ai encore une question, j'ai plusieurs questions là. Est-ce que cette situation n'est-elle pas, la situation d'aide dollar, une raison de plus d'investir dans le Bitcoin? Mais lâchez-moi avec ce Bitcoin. C'était Alexandre qui en parlait avant. Oui, mais bien sûr, si vous écoutez ce qu'il a dit, il faut investir dans le Bitcoin. Oui. De nouveau, l'investissement, et je le répète, je l'ai dit avant, c'est de la diversification. Donc, il ne faut pas simplement vous dire que vous venez dans un genre d'événement, puis on va dire « Ah, bah, achète telle boîte à tel moment parce qu'il faut faire du all-in ». Non, on n'est pas un jeu de poker, c'est de la diversification. Aujourd'hui, si vous me demandez quoi faire, j'aurais peut-être plus envie d'acheter du Bitcoin que de l'or pour avoir une certaine partie de mon portefeuille qui est sécurisée. On disait à l'époque sur l'or que les gens n'achetaient pas de l'or pour devenir riches, mais pour rester riches, parce que si tout s'arrête, il restera au moins l'or. Bah, peut-être que le Bitcoin est une alternative, pour autant qu'il reste de l'électricité. Ça, c'est un autre débat. Si toutes les banques centrales du monde font la même chose, en gros un quantitative easing pour soutenir les marchés, y compris la Chine, ça ira bien? Oui. Bien sûr, si toutes les banques sont là pour nous aider et puis qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ils viennent donner un coup de main, certainement. Mais à un moment donné ou un autre, il y a toujours un problème qui se pointe. Et on l'a vu à l'époque des subprimes, ils ont trouvé le moyen de nous sauver les fesses. Regardez un truc que je martèle depuis quelques jours, mais tout le monde s'en fout. On a 63 banques américaines régionales, des banques régionales américaines qui sont au bord du gouffre, qui ont été annoncées régulièrement ces derniers jours. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Pourtant, on est dans une situation qui se rapproche de la situation de la crise des banques qu'on a eue en mai l'année dernière. PA au Crédit Suisse. Mais globalement, c'est quelque chose qui est toujours là et qui est toujours bien présent. Donc ça, il faut le garder en tête, mais ça, on s'en fout. Donc, les banques centrales peuvent nous aider, oui, mais jusqu'à quel point? Crois-tu au cycle économique? Non, je ne crois pas au cycle économique. Penses-tu que le S&P 500 va continuer? Alors, penses-tu que le S&P 500 va continuer à monter jusqu'aux élections US? En théorie, oui. Comme l'a dit Vincent tout à l'heure, il y a ce côté-là où on a besoin. Les politiciens ont besoin d'une belle photo. Si vous avez le S&P qui perd 35% cet été, Biden, il est mort. Bon, déjà, il est mort, mais je veux dire, il sera encore plus mort. Mais je parle physiquement. Donc, à ce niveau-là, oui, il y aura du stress de ce côté-là. Mais voilà, je pense qu'il va continuer à monter, même si je suis très inquiet. Et je ne suis pas là pour vous dire, vendez tout, demain, on va se planter. Il y a monsieur qui veut un micro, je crois. Et puis, mais je dis juste qu'il faut juste avoir des mises en garde. Oui, il y a encore une question là-bas et une autre là-bas, et après, j'arrête. Puis, il y a Romain qui fera le mot de la fin, je n'ai pas oublié. Du coup, Thomas, c'est là. Ouais. Je suis là. Ah, toi, là-bas. Là-bas d'abord, pardon, excuse-moi. Cette semaine, tu as beaucoup parlé de GameStop et de la fièvre GameStop. Alors, j'ai une question, du coup, en short. Mais, non. Plus sérieusement, c'était pas ma vraie question. Qu'est-ce qui explique en fait cette fièvre-là? Autant Nvidia, c'est l'IA, c'est la folie, Sky is the limit, c'est cool, mais GameStop? GameStop, c'est un effet, on va dire, de produits dérivés, de dérivés. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu achètes un call à un market maker, il y a quelqu'un qui te le vend. Et lui, quand il te vend le call, il doit acheter le titre. Tout simplement, pour se protéger. D'accord? Si le call explose, au moins il a le titre pour pouvoir livrer le titre derrière. Et donc, si tu joues en achetant des calls out of the money, ce qu'a fait Roaring Kitty, quand tu achètes un call, le titre se traite à 10, tu achètes un call avec un strike 30, la probabilité que ça aille à 30 est nulle. Mais si derrière, tu fais monter la mayonnaise et que le titre commence à monter, le market maker se couvre beaucoup moins quand le call out of the money, donc très haut, eh bien, est lui très élevé. Donc, il prend une couverture moins. Mais quand tout d'un coup, le titre a monté, il doit commencer à se couvrir. Donc, plus il se couvre, plus il fait monter le titre, plus les autres options, elles montent, et ça fait un effet boule de neige. Je schématise parce que je peux prendre 2 heures pour l'expliquer parce que ça reste de l'optionnel. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette masse de gens qui ont suivi une personne ou 2 personnes, c'est pour montrer que sur certains titres, on peut faire montrer n'importe quoi et faire bouger n'importe comment. Et ça, c'est les limites du marché qui sont en train de se montrer aujourd'hui parce que finalement, on arrive dans des situations qui sont aberrantes. On est en train de faire monter une boîte de 100% alors qu'on sait tous que c'est de merde qui va en faillite. Mais simplement, en manipulant le marché, en manipulant les market makers et en manipulant le système optionnel, on peut faire bouger le marché de cette manière-là. C'est inquiétant, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que les autorités, comme la FINMA, mais version américaine, ils s'en foutent.
Ils sont trop occupés à mettre en place des ETF sur l'Ethereum. Oui, alors Thomas, on est chez Swissquote. Alors j'ai envie de demander quid de la Suisse, quid du franc suisse, quid de l'économie, de ces grandes sociétés. Est-ce qu'il faut tout vendre, se mettre en franc suisse, acheter les SMI Alors, j'ai jamais dit qu'il fallait tout vendre, j'ai mis une mise en garde. Non, en Suisse, c'est différent. Enfin, je veux dire, c'est différent. Pas différent, mais le marché suisse est différent. Le marché suisse est différent d'abord parce qu'on n'a pas cette prime de risque, on n'a pas ce côté hyper agressif qu'on peut avoir dans les marchés américains, parce qu'on n'a pas de techno aussi. Bon, on a Logitech, mais Logitech, c'est un peu léger comme techno, mais c'est la seule techno qu'on a. L'autre jour, elle prenait 10% sur la semaine. Logitech est monté parce que le secteur technologique monte aux États-Unis. Ça, c'est une bonne raison d'investissement. C'est le seul truc qu'on a. Mais en dehors de ça, la Suisse se traîne lamentablement ces derniers temps pour 2 raisons. Nestlé, plus personne n'en veut, parce qu'ils sont méchants, ils ne sont pas ESG, et puis ils polluent la planète. Et puis Roche, parce qu'ils sont en pleine restructuration, ils ont gagné beaucoup de fric pendant le Covid, et puis que là, depuis qu'il n'y a plus le Covid, ils ne savent plus comment se réinventer. UBS a downgradé Roche à 400 balles il y a quelques mois en arrière, maintenant 1 an et demi en arrière, ça fait rare. Il faut savoir que quand UBS downgrade un truc comme le bon Roche, rien que pour que la banque puisse liquider les positions des clients, on en a pour 3 semaines. Donc ils ont mis une pression sur le bon Roche, et aujourd'hui tout le monde est négatif sur le bon Roche, et pourtant elle monte. Donc je pense qu'on est en fin de cycle, et que le bon Roche est en train de repartir à la hausse. Même chose sur Nestlé. Nestlé, on peut dire oui, ils sont pas gentils, bon bref. N'empêche que c'est quand même les leaders mondiaux sur leur business, donc ça repartira un jour. Le SMI, si tu enlèves Roche et Nestlé et Novartis, que dalle. Alors, que dalle. Il y a des banques, une banque en fait, mais une grosse banque, une double banque. Et donc du coup, je pense qu'effectivement, la Suisse reste un marché refuge où les gens viennent se poser quand ils ne savent plus vraiment où aller, mais ça reste sur le long terme. Pour moi, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus rassurant et beaucoup plus sécurisant. On l'a vu dans les périodes de hausse, de nouveau retour dans les années 99-2000, les titres montaient comme des malades mentaux, puis il y avait Nestlé qui foutait rien. Alors, Bitcoin ou franc suisse? Hein? Bitcoin ou franc suisse? Alexandre non, mais diversification, c'est facile. Bitcoin, franc suisse, franc français, quand ils ont fait le Frexit après la montée... Ah, J'anticipe. Non, voilà. Écoutez, je dois arrêter parce que ça clignote depuis 10 minutes. Merci d'avoir été là. Merci d'être venu. J'espère que vous reviendrez. Partez pas parce qu'il y a le boss qui veut encore dire un mot. Et je voudrais juste dire un truc aussi. C'est la 3e fois que je fais le hosting de ce truc. C'est génial, j'adore. Merci à Swissquote de m'avoir fait confiance. Mais merci aussi à Swissquote de m'avoir fait confiance depuis bientôt 4 ans pour ces vidéos. On a commencé il y a 4 ans. On m'a dit, tu verras, on va essayer de faire ça 3 mois. Pas sûr que ça marche. Je suis toujours là après 4 ans. C'est aussi grâce à vous parce que vous êtes là tous les matins. Et puis, ils m'ont toujours fait confiance jusque-là et ça continue pourvu que ça dure. En tout cas, merci à tous et à tout à l'heure. Apéro.